Bonjour à tous, bienvenue sur New York Giants FR. Nous l'avons annoncé au dernier podcast, c'est l'heure du Gettlecast. On en parlait depuis pas mal de temps, on s'était dit qu'il fallait qu'on en parle, qu'on débriefe un peu de tout ce qu'a fait Gettleman, évidemment, vous l'avez compris. C'est le sujet clivant depuis quelques mois, voire années chez les Giants. Et on pense qu'on a assez de recul maintenant. Et c'est l'heure de faire le bilan. Et d'ailleurs, Thiergo, tu as appelé notre Google Doc « Faites entrer l'accusé ». J'ai trouvé que c'était bien vu. Exactement. Alors, tout d'abord, bonjour à tout le monde. Mais oui, en effet, ça faisait un moment qu'on en parlait. Alors, quelques années qu'on parle du côté clivant de Gettleman, je sais pas, parce que ça fait que 3 ans qu'il est chez nous. Mais c'est sûr que depuis 2018, il a fait un certain nombre de choix qui soit parfois ressemblaient à un coup de génie, ou alors au contraire scandaliser tout le monde, et puis avec un peu de recul on se rendait compte que c'était la situation inverse. Donc l'idée de ce podcast, c'est en fait de descendre rapidement les moves principaux, enfin les principales décisions de Dave Gettleman, et de donner nos notes, ce qu'on pense de ces décisions avec... c'est sûr qu'avec le recul, on a une appréciation différente de ces différents choix. Ouais, et je dis clivant parce que, en fait, dès le début, il y a eu des décisions contestables ou contestées. Je sais pas si elles sont contestables, en tout cas, elles étaient contestées. Et c'était notamment dès la première draft avec la signature de Saquon Barkley, où là, c'était cataclysme chez les fans, cataclysme à droite à gauche, il fallait prendre Sam Darnold, et puis maintenant on se dit mais Sam Darnold, en fait il est pas si bon que ça peut-être, bon c'est compliqué, on va pas se mettre à la place des Jets, mais bon, on va en parler. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'on fait d'abord les drafts, après les trades, après la free agency, ou est-ce qu'on fait plutôt un truc chronologique? Je pense que c'est plus logique de faire de manière chronologique, ça permettra de revivre le filet un peu des événements, et on va peut-être qu'il y a une logique aussi dans certains trades ou moves qu'a fait Gettleman. Donc écoute, comment on s'organise? On va faire ça, on va les lire au fur et à mesure, on donne les dates, et puis on commente. Alors moi je suis passé à côté d'un ou deux, je les noterai en live, c'est pas grave, mais en gros on a mis des notes de A à F, c'est ça? J'ai mis un Z moi, mais globalement c'est A à F, c'est ça? Ouais, tout à fait, exactement. Une notation à l'américaine pour un sport américain. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est comme ça, les notes aux États-Unis, ils ont vraiment des A, des B, des... Je crois qu'en France, il y a ça aussi maintenant, non? Alors, j'ai quitté l'école depuis longtemps, mais il me semble que les enfants, maintenant, à l'école primaire, ont des A et des B. Moi, j'avais des notes sur 20, et je me faisais engueuler quand j'avais pas des bonnes notes. Ouais, moi j'avais des coups de fouet à l'époque, mais... Ouais, c'est ça, on se faisait... je me faisais casser le bras, moi, des choses comme ça. Écoute, pour la notation américaine, là, c'est que le cliché américain du ABC, etc. Sur NFL.com, ils font ça, sur tous les sites, ils font ça, donc on va faire comme eux. On va dire que ça parce se passe qu'on est des comme gros ça. moutons. Ouais, Voilà. tout à fait. Bon, alors... Première décision, tu l'annonces. Alors c'est toi qui as fait. Je me dédouane comme ça s'il y a une erreur. C'est pas moi qui l'ai fait. Vous pouvez aller sur le Twitter de Thiergo et lui dire il y a une erreur. Bon alors, en tout cas, première décision le 26 janvier 2018. Décision de garder Eli Manning jusqu'à la fin de son contrat, et donc avec un salaire de 17 millions de dollars. Et ça, c'est première décision forte de Gettleman. Moi, j'ai mis un C-. Puisque en fait ça va un peu avec la suite, avec la draft notamment, mais c'est vrai qu'à ce moment-là on pouvait se dire, en tout cas avec le recul, on se dit, et ça va être le cas tout du long, mais la décision était peut-être pas la même, on l'aurait pas noté pareil au moment où c'est arrivé, mais on la note avec le recul. Donc avec le recul, moi je mets un C-, parce que il était quand même un peu cramos, notre ami Manning, même s'il était vraiment pas entouré, je pense quand même qu'il était un peu vers la fin. Ouais, Eli Manning était clairement vers la fin, et c'est une décision qui a fait couler beaucoup d'encre, de supporter. Il faut se rappeler, il pesait 23 millions de dollars sur le cap, ce qui est quand même très très lourd. Alors, moi je pense que le choix de Gettleman, je l'ai bien noté, je l'ai noté A, alors pas seulement parce que j'aime Eli Manning, mais il était aussi cohérent avec la philosophie qu'il a annoncée, qui était de dire il faut reconstruire cette équipe en commençant par ce qu'il appelait les Hog Mollies, et on peut avoir une équipe qui peut se battre pour un championnat avec quelques pièces de plus. Alors il y avait peut-être une mauvaise appréciation initialement de la part de Gettleman, mais Gettleman n'est jamais arrivé en disant on fait table rase du passé, Eli Manning inclus, et on prend un rookie QB. Quand on regarde d'ailleurs les rookies QB qui étaient disponibles, très franchement, avec du recul, les seuls qui font envie, ce sont à la limite Josh Allen et Lamar Jackson. Et Lamar Jackson n'était même pas considéré comme un top 10 pick, alors que les Giants avaient le deuxième choix de la draft.
C'est vrai, tout à fait. Donc, effectivement, on regarde Baker Mayfield. Moi, je le prends pas en QB. Sam Darnold, je le prends pas en QB non plus. Il aurait fallu aller chercher plus loin, en fait, dans la draft. Josh Rosen, même pas la peine. Je me souviens que. Tu vois, c'est marrant de voir ça plusieurs années après parce que t'as plein de mecs qui disaient, ouais, Josh Rosen, meilleur QB et tout ça. Personne n'en En veut. fait, les deux, c'était les deux qui font le taf à peu près en ce moment. C'est Josh Allen et Lamar Jackson, même si c'est pas non plus. Même si. Alors, Lamar Jackson est MVP l'année dernière, mais voilà, c'est pas. Moi, je suis pas si fan de ça que Lamar Jackson. Josh Allen, il est intéressant, mais c'est pareil. Je me dis pas que c'est le QB qu'il fallait absolument pas louper, tu vois. Donc voilà, je mets quand même C- parce que sur la mauvaise appréciation de croire que cette équipe pouvait gagner tout de suite, alors que c'était pas le cas. Voilà, donc ça c'est mon avis là-dessus. Ensuite, tu mets les départs notables, donc à peu près quelques mois plus tard, en mars. On va les lister vite fait. Donc Justin Pugh, tackle, qui part aux Cardinals. Weston Richburg qui part aux 49ers, un centre. Garde, DJ Fluker qui part aux Seahawks. On s'est quand même débarrassé d'une bonne partie de notre O-line. Eric Flowers, là il n'y a même pas à discuter, qui part, qui s'était fait virer en cours de saison, c'est ça? Non, wavé en cours de saison, c'est ça, ok. Devon Kennard, le linebacker qui part aux Lions. Centre, Brett Jones, tradé pour un 7ème tour. On était un peu deg. Je me souviens que je m'étais dit, il était pas si mauvais que ça, puis finalement, en fait, on n'a même plus entendu parler de ce mec-là. Ouais, mais il avait un contrat un peu lourd. Pour rappel, il avait un contrat de. Pour un remplaçant. Ouais, en fait, il allait être remplaçant parce que John Alapio l'avait un gros surclassé et il pesait 3 millions sur le cap. Donc on s'est dit, bon, bah, il a un potentiel de titulaire, il a de la valeur marchande, échangeons-le. Et on a obtenu un 7ème tour duquel on n'a pas fait grand-chose, hein, mais voilà. Et alors. Juste, si tu me permets, juste pour donner ma note, moi j'ai donné un C- parce que là, au contraire, on allait à l'encontre de ce qu'avait annoncé Gettleman, qui disait bah, il faut renforcer les lignes, et en fait il a viré tout le monde sur la ligne, et il les a pas forcément remplacés. Alors, c'est ça. voilà, un Justin Pugh, un Weston Richburg, qui étaient quand même des très bons O-line, c'était une bonne décision de les laisser partir parce qu'en fait, ils étaient en recherche d'un gros contrat. C'était des jeunes O-line en recherche d'un gros contrat, mais tous les deux très injury prone. Donc, Gettleman s'est dit bon, eux, je les garde pas, de toute façon, ils vont me coûter trop cher et ils passeront leur temps à l'infirmerie. Bon, il continue à jouer. Par contre, DJ Fluker, qui est pas forcément un élite garde ou même un titulaire, enfin c'est un titulaire correct, pour moi aurait mérité de garder sa place dans cette équipe. Il n'aurait pas coûté très cher. Et un Devon Kennard, quand on voit ce qu'il fait chez les Lions, ouais, ça c'est dommage. C'est dommage, quoi. Ouais. C'est un loupé. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, il y a eu trop de départs en fait, un peu trop précipité. Il aurait peut-être fallu garder certains O-line, puisqu'en fait, cette O-line, elle a été en très grande galère jusqu'à il y a 2 matchs. Pour moi, c'est ça en fait. Et on commence à récupérer une O-line parce que sur cette dernière draft, ça a été beaucoup plus correct au niveau de la O-line. Et il y a eu des moves plus intéressants et des joueurs qu'on a récupérés plus intéressants aussi. Mais finalement, alors, elle a jamais été élite, cette O-line. On a galéré depuis longtemps. C'est peut-être pour ça qu'il s'est dit je vais virer des mecs. Mais il y avait moyen quand même de faire peut-être un peu mieux à ce niveau-là. Donc c'est moins, ça me paraît assez correct. Alors je me rends compte que j'avais pas remonté le tableau jusqu'en haut. J'ai oublié l'embauche de Pat Shurmur en janvier 2018. J'étais passé à côté. On sortait de l'ère McAdoo qui avait un palmarès de 9 victoires pour 23 défaites, dont une très bonne saison 2016 où on va en playoff. Très bonne saison. Attention, je me permets de t'interrompre 2 secondes. McAdoo, c'est 13 victoires, 15 défaites. C'est quoi palmarès 9-23? Ah, ça, pardon, c'est d'accord. C'est Pat Shurmur, justement. Pat Shurmur a trouvé le moyen de faire pire que McAdoo. Et Pat Shurmur, alors, remettons un peu les choses en contexte. Moi, j'ai mis un F. Je me permets d'annoncer ta note qui était un D-. Ouais. Bon, Pat Shurmur, quand on l'a embauché, tout le monde était très content parce qu'il avait énormément de succès comme coordinateur offensif des Vikings. Il avait fait, je me rappelle plus quel était le QB des Vikings avant Kirk Cousins là-bas, mais il en avait fait un quasi MVP. Et on s'est dit, ah bah c'est génial, il va reprendre l'attaque en main. Et sauf qu'en fait, ce qu'il a été, c'était un coordinateur offensif qui gérait une équipe complète et non pas un head coach. Et il était censé être l'adulte dans le vestiaire après le drame McAdoo, ou alors McAdoo avait aucune autorité, c'était la débandade totale, et bon bah le résultat escompté est pas génial, quoi.
Non, et on se rend compte qu'il y a une différence entre, on en a parlé plein de fois, mais entre être head coach d'une équipe et être un coordinateur offensif qui se veut, qui essaie d'être un head coach, c'est pas la même chose. Et on le voit cette année avec Joe Judge, ça n'a rien à voir. Là, on a un vrai head coach. Maintenant, on peut vraiment comparer, alors que Shermer a jamais été un vrai head coach. Par contre, là, moi, tu mets F, moi je mets que D- ou D, allez, parce que je pense qu'il a quand même fait un boulot correct avec notamment Daniel Jones. Oui, c'est un vrai. peu ce qui rattrape, parce qu'il a réussi à l'aider à se développer en partie, et on l'a vu, Daniel Jones a été meilleur la saison dernière qu'en début de cette saison. Il est en train d'un peu inverser la tendance, mais je pense que Pat Shurmur y était pour beaucoup, et pour moi c'est un coordinateur offensif très correct, mais ce n'est pas du tout un head coach. Donc le move avec du recul est vraiment pas bon, et en fait on peut aussi juger l'ensemble du coaching staff là-dedans, qui a été Horrible. plus que mauvais pendant l'ère Pat Shurmur. Je sais pas si c'est Dave Gettleman ou si c'est Shurmur qui a choisi son coaching staff, mais ça a été vraiment à chier, on peut le dire. James Voilà. Bettcher n'a rien su faire de cette défense, alors que on le verra justement dans les premières signatures sous Gettleman. Il y a quand même pas mal de joueurs qui ont été rapatriés des Cardinals là où Bettcher était coordinateur. Ouais, mais il n'avait pas les vrais game changers qu'il avait aux Cardinals quand même. C'est pas les meilleurs joueurs qu'on a fait venir. Mais en effet, et puis ouais, non, c'était mais pas, en fait, c'est là où tu vois qu'un coordinateur est bon, c'est qu'en fait, il arrive à se débrouiller et faire du travail correct. Je dis pas qu'il va faire une défense élite avec des joueurs nuls, mais cette année, c'est quand même, on voit la différence, tu vois. Et il arrivait parce qu'il avait une grosse équipe aux Cardinals. On s'est dit, ouais, c'est un mec qui va envoyer et tout ça. Mais en fait, lui-même n'est pas, je pense, un bon coordinateur. Et il sait faire quand il a des bons joueurs, mais c'est toujours facile. Tu joues à Football Manager, tu commences avec le PSG, bah, tu arrives à t'en sortir parce que les joueurs sont bons. Le comparatif est là. Si tu as une bonne équipe, n'importe qui arrivera à peu près à s'en sortir. Maintenant, on voit quand tu es bon, et tu parlais de la Formule 1 la dernière fois, je pense qu'on voit les bons pilotes quand ils sont dans des écuries avec des voitures un peu plus faibles. Bah, là ils sont capables de se montrer. Quand tu as déjà la meilleure voiture de base, bon, bah, souvent on dit oui, mais parce que c'est la voiture, et c'est pas forcément. Moi, je trouve que c'est pas forcément faux. Voilà, bon, bref, le parallèle avec ta deuxième passion est clôturé. Tout à fait. Ensuite, donc en mars 2018, premier gros trade, gros move de Gettleman, on signe Alec Ogletree contre un 7ème tour. C'est ça. Alors attends, non, c'est plus Alec Ogletree plus un 7ème tour contre un 4ème tour et un 6ème tour. Oh là, quelle galère, putain. Ouais. Signé pour en plus 2 joueurs, je connais même pas. John Franklin Myers. Ouais, ce sont pas. Et les Rams n'ont pas fait grand chose. J'ai pas l'impression que ces Rams aient fait grand chose de ces pics, puisqu'il ne s'agit pas de gars qu'on voit au devant de la scène de la NFL. Et nous, avec le 7ème tour, on a pris Chris Layton, qui je pense n'est plus dans l'effectif actuellement. Ouais, voilà. Un defensive tackle. Et pareil, Alec Ogletree, en fait, pareil, moi, je voyais ça plutôt comme un bon choix, parce qu'en fait, je me rappelais de quand il a été drafté. C'était un joueur qui m'avait beaucoup plu au moment de la draft. Et puis après, je ne l'ai plus tellement suivi, donc je suis resté sur mon impression de la draft. Mais il avait fait une bonne saison aux Rams, une grosse saison. Voilà, mais en fait, quelque chose qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, c'est quand les fans des Rams se sont dit « Ah, enfin, on se débarrasse d'Alec Ogletree ». Ouais, mais c'est toujours pareil. Et voilà, et Alec Ogletree, bon, bah, ouais, ça a quand même été un petit playmaker. Il y a eu une saison où il a fait 5 interceptions, mais il faisait pas la différence, quoi. S'il était irrégulier, il se faisait avoir de tous les côtés. Enfin, on n'en a pas eu pour notre argent. Non, clairement. Donc moi je mets Z. C'est là où je mets Z. Toi tu mets F. C'est nul. Voilà, il y a pas d'autre mot. Avec le recul, il a été très mauvais. Et je l'ai vu. En tout début de saison, il avait signé. Alors, je sais pas si c'est pas aux Jets qu'il a rebondi. Il signe les Jets ou les 49ers. Tout le monde s'enfonce en allant aux Jets. Non, c'est ça. Non, mais je sais peut-être c'est les Jets, mais en tout cas, je l'ai vu faire une action mais tellement ridicule, et je pense qu'il a pas beaucoup joué plus que ça. Alors, je vois la suite là. Je me dis, en fait, j'ai l'impression que ces premières signatures ont pesé très lourd sur l'idée que les gens ont eue de Gettleman, puisque deuxième signature dans la foulée. Le running back Jonathan Stewart, qui vient directement des Panthers, que Gettleman connaît, et il dit Gettleman, le mec en a encore dans les jambes, et il a encore des choses à montrer, et il va faire des choses. Signature de 2 ans, quasiment 7 millions de dollars. Le mec joue 3 matchs, 6 courses, 17 yards, blessé, on le voit plus jamais. Le mec a été ridicule. Un des pires moves de l'histoire de Gettleman avec Ogletree. Je mets encore Z, ça peut pas mettre autre chose. Toi, tu mets F parce que t'es gentil.
Et il y en a d'autres qui arrivent derrière encore, mais ça c'est Patrick signature Omameh, vraiment de merde. Ouais, On peut ouais. mettre Patrick Omameh juste après qui va derrière aussi, c'est pareil. Le mec garde a été nul à chier. Je suis désolé Et coupé pendant la mais première nul à chier. saison. Ouais, c'est ça, on le payait 5 on avait 5 millions par saison, c'est énorme pour un mec aussi pourri quoi. Il vient des Jaguars, je crois. Ouais, c'est ça, exactement. Donc c'était nul. On a eu, pour faire passer rapidement sur ces moves, parce qu'on a quand même pas mal d'autres choses à voir ensuite, t'as Karim Martin, pareil, 5 matchs, 6 plaquages. Nul. Hier. T'as juste eu Nate Solder, où là on peut dire. Moi là j'ai mis un C+ pour Nate Solder parce que on avait besoin d'un upgrade. On sortait d'Eric Flowers qui était une catastrophe, qui était un bust total. Il fallait qu'on trouve quelque chose. Et Gettleman est allé en free agency, a pris le meilleur tackle disponible, l'a payé ultra cher, 4 ans, 62 millions. Bon, on peut pas dire qu'on est régressé au poste d'OT sous Nate Solder, mais on a clairement payé beaucoup trop cher pour ce qu'on a eu. Ouais, c'est ça. Après, je sais, là, il faudrait peut-être voir qui était disponible à ce moment-là. C'est peut-être ça aussi qui va faire que quand tu veux un joueur il était chez les Patriots, hein, c'est ça. Tout à fait, ouais. Quand tu veux un joueur qui est potentiellement un des meilleurs à son poste, mais peut-être que le schéma faisait qu'il était meilleur que ce qu'il était vraiment. Il faut mettre le prix en free agency, il y a pas de choix. Maintenant, avec du recul, clairement, c'était pas un bon move. Et peut-être qu'on aurait dû tanker un peu plus sur une saison et se dire, ok, on a viré la moitié des mecs, c'est pas pour re-signer un gars qui finalement est pas meilleur que les autres. Donc oui, clairement, encore mauvais choix. Tu mets C+, je mettrais plutôt D à ce niveau-là parce que tu vois, sur le coup, tu vas mettre un B ou un C parce que tu te dis qu'il y a moyen qu'il fasse quelque chose, mais avec le recul, clairement, pour moi, c'est D maximum. Karim, donc t'en as parlé aussi de Karim Martin qui n'avait rien fait jusque-là, qui est signé pour 21 millions, c'est énorme, c'est beaucoup d'argent pour un mec qui a tout approuvé, je trouve. Encore un mauvais choix. Donc là, ça fait 4 choix qui sont 3 choix vraiment pourris, un peu plus discutable, mais qui pèsent lourd, tu vois, dans le bilan total de Gettleman. Et c'est vrai que quand tu commences comme ça, c'est dur pour la suite. En plus, il trade Jason Pierre-Paul, qui a été effectivement, il s'était fait péter certains doigts, et il n'avait pas joué pendant longtemps avec des feux d'artifice. Bravo l'intelligence du gars. Malheureusement, c'est un peu triste parce que le mec est quand même encore bon et on l'a vu hier soir dans son match, il fait encore des choses. Et en fait, moi, je mets C- parce que on n'a pas trouvé de D-end élite comme on avait avec Pierre-Paul, et on n'a pas su remplacer en fait ce poste-là depuis. Mais ça se comprend qu'il ait fait ce move-là à l'époque. Ouais, voilà. J'ai une note à peu près équivalente à la tienne, qui est un D, hein, C-, D, on est dans la même zone. Je pense que l'idée de base était bonne, parce que certes, aujourd'hui, Jason Pierre-Paul, sur les 3 saisons qu'il a fait chez les Bucks, il a été productif. Mais quand on l'a tradé, il venait de re-signer un contrat de 4 ans. Il venait de faire la première année de son contrat de 4 ans, 62 millions qu'il avait signé sous l'ère Jerry Reese. Mais c'était un gars qui n'avait plus fait 10 sacs depuis un moment. Il n'avait plus fait 10 sacs depuis 2014. Il sortait d'une saison à 8 sacs et demi. Il coûtait cher. Il était vieux. Enfin, il commençait à vieillir, hein, parce qu'aujourd'hui, il a quand même 31 ans. Enfin, il en avait 28, ce qui commence à être vieux en NFL pour un defensive end. Et en fait, la compensation qu'on a eue est pas si mauvaise que ça. On n'a pas fait et on n'a pas obtenu énormément, mais on a eu un 3e tour qui nous a permis d'avoir BJ Hill. On a eu un 4e tour. Dommage, on l'a utilisé sur Kyle Loletta. Et ce qu'on a donné aux Buccaneers, c'est Jason Pierre-Paul et un 4e tour. En fait, on a échangé nos 4e tours et on a eu un 3e tour. Donc, pour Jason Pierre-Paul, lui, ça lui a permis de rebondir, hein, parce que, comme tu dis, il fait une excellente saison chez les Bucks cette saison. Il a fait 12,5 la saison qui a suivi la saison 2018, 12,5 sacs. Ça a bien marché pour lui, pour les Giants, moins bien. Mais je jetterai pas la pierre à Gettleman pour cette décision. Non, je suis d'accord. BJ Hill, qui est quand même un joueur très correct, on a réussi à en faire quelque chose de ce tour-là. Ensuite, avril 2018... on signe, ça y est, enfin un vrai bon move là pour le coup. On signe Riley Dixon, le punter, qui vient des Broncos, et on envoie à la place un 7e tour. Il l'utilise pour un fullback, peu importe, ça c'est anecdotique. Donc moi je mets A, c'est A+, hein, toi tu mets triple A. On voit, hein, c'est clairement pour moi un des meilleurs punters de NFL à l'heure actuelle. Donc là c'est excellent move. Je sais pas si c'est un coup de chance ou pas, en tout cas excellent move de Gettleman là-dessus.
Ouais, non, tout à fait. Enfin, après, on peut se dire, ok, d'accord, il a eu un excellent move, mais c'est un punter. Mais en C'est fait, important. c'est important. Enfin, surtout quand on est fan des Giants, on sait pourquoi c'est important. Mais là, À ça chaque fait, fois, on va le voilà, redire. C'est terrible. c'est la troisième saison qu'on a Dixon et enfin c'est un plaisir de le voir jouer. Le gars, il est d'une constance hallucinante Mm. de se dire que, enfin moi j'avais plus vu ça depuis Jeff Figgles Ouais, dans les années c'est vrai. 2007, enfin aux alentours de 2007, donc ça faisait un moment. Donc en Donc tout ouais. cas, c'est un poste qui est loqué et je pense qu'on n'est pas prêt de le laisser partir. Il n'y a pas de raison parce que c'est pas des postes qui coûtent extrêmement cher en plus. Même si quand on a un très bon, t'as tendance à un peu surpayer, mais ça reste des sommes Mhm. qui sont raisonnables. Vient ensuite cette draft 2018, quelques jours plus tard la signature de Riley Dixon. Donc, alors je rappelle rapidement qui on a signé. Premier tour, Saquon Barkley. Deuxième tour, le garde Will Hernandez. Troisième tour, Lorenzo Carter, linebacker. Autre troisième tour, donc acquis avec le trade de Pierre-Paul, BJ Hill, defensive tackle, Kyle Oleta, quatrième tour, RJ McIntosh en cinquième tour, Sam Bill, qu'on récupère avec un troisième tour de l'année suivante, le cornerback. Moi, je mets un... Alors, j'ai mis B, je vais mettre B- quand même, mais Saquon Barkley, bon, bah là, malheureusement, il est blessé, mais sinon, tu as un des meilleurs running backs de NFL. Et je trouve que le reste est quand même intéressant, puisqu'on a Will Hernandez, même s'il a encore à prouver, ça reste un garde qui est correct. Alors, pas pour un deuxième tour, il devrait jouer mieux que ça, mais Mhm. c'est pas non plus une catastrophe. Lorenzo Carter, il a été bon, malheureusement, il se blesse cette année, alors qu'il commençait vraiment là à devenir très intéressant. Il dominait hein, en début de saison, et il commençait à mettre des sacs et il se blesse. BJ Hill, qui est très bon, qui pourrait être titulaire dans certaines équipes, qui est plutôt remplaçant chez nous parce qu'on a une très bonne D-line. Le reste, c'est anecdotique. Mais en tout cas, ces 4 premiers tours qui restent pour moi bons, et même si personne n'a vraiment explosé encore à part Saquon Barkley là-dedans. Ouais, alors rien à rajouter à ce que tu dis, c'est exactement la même chose pour moi. Moi j'ai mis C+, donc c'est quasiment B-. La seule chose que je dirais, c'est j'ai lu, enfin, il y a eu beaucoup de critiques autour du choix de Saquon Barkley. Alors je pense pas qu'on aurait dû, si on n'avait pas drafté Barkley, on n'aurait pas dû prendre un QB parce que c'était pas la bonne année. On aurait peut-être dû faire un trade down pour avoir un O-line style Quentin Nelson qui fait des merveilles chez les Colts. Mais récemment, j'ai vu passer un tweet qui disait qui était un très très bon argument contre Barkley, hein, malgré le fait que je sois très content qu'on ait Barkley, et qui disait Barkley était certes le meilleur joueur de cette draft sans aucune contestation, mais il faut se rappeler d'une chose, c'est que Barry Sanders n'a pas fait gagner les Lions, Adrian Peterson n'a pas fait gagner les Vikings quand il était dans son prime, et Barkley, à lui tout seul, ne peut pas faire gagner les Giants. Oui, Et mais ça, tu c'est prenais difficile qui, de le Sam comprendre. Darnold? Non, mais c'est ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire que on prenait pas un QB, mais je pense que Gettleman aurait dû vraiment tenter le trade down pour avoir un O-line Oui, et aller dans le mais sens de sa philosophie générale, qui était de dire renforcer les lignes. oui, c'est vrai. Ça aurait été, je pense qu'effectivement, avec le recul, ça aurait été le bon move. Mais ceci Alors dit, je suis ravi maintenant, on est d'avoir très Barkley, hein. heureux. Bah oui, c'est ça. Maintenant qu'on a Barclay, on n'a pas envie de se dire qu'il aurait été dans une autre équipe. Mais je pense qu'avec du recul, le bon move aurait été de trade down, de récupérer plusieurs tours et de les utiliser sur de la O-line. Ça aurait été le bon move. Mais c'est facile de le dire avec du recul. En tout cas, ça reste une draft qui est pas catastrophique et on va tourner autour des C. Enfin, C+, B-. Pour moi, il y a quand même eu des bonnes acquisitions. Ouais. Quelques mois après, en août, le gros move qui vraiment marquera avec le trade de Daniel Jones. Il y a 3 moves, hein. C'est le trade de Daniel, c'est pas le trade, l'acquisition de Daniel Jones en draft, l'acquisition de Barkley sur la draft et Odell Beckham. Voilà. Donc là, on est sur ce. Ah non, c'est l'extension, pardon. C'est Ah, l'extension. merde. J'ai Non, été mais trop vite. justement, écoute, Mais il part pas longtemps après. il de part toute pas façon. longtemps après. C'est-à-dire que là, si tu me permets de présenter le contexte, Vas-y, je t'en prie. on est à l'été 2018. Odell Beckham fait un peu des siennes. Il y a notamment une vidéo qui circule où on voit Odell Beckham en soirée en train de bouffer une pizza et puis une nana qui est en train de renifler de la poudre blanche. On ne dira pas ce que c'est. Et puis en fait, il y avait une certaine exaspération, surtout du côté de John Mara qui en avait marre un peu de toutes les scènes autour, enfin de tout le spectacle autour d'Odell Beckham. Et malgré ça, Gettleman a fait le choix de le prolonger. Et puis je pense qu'à l'époque c'était la bonne décision. Moi j'ai mis un A parce que pour moi Beckham était au top de son jeu. Il méritait d'être le receveur le mieux payé de la ligue. Et avec tous les moves qu'avait fait
Gettleman, et ben, pour avoir justement une équipe qui puisse aller en championnat, il avait son playmaker comme running back, il avait un QB vétéran et il fallait un receveur playmaker. On l'avait déjà sous le coude, c'était Beckham. Alors certes, il y avait des possibilités de trader, je pense que c'était les Niners qui étaient intéressés à l'époque de trader Beckham. Mais au final, peut-être que l'offre n'était pas suffisamment intéressante pour que Gettleman se dise allez, je dégage Beckham et on repart à zéro à cette position. Ouais, et ok, on parlera du trade juste après, du coup, puisque j'ai été un peu vite sur ce que j'annonçais. Mais en tout cas, oui, effectivement, je pense que le signer, c'était une bonne chose. Le contrat était gros, mais c'est ce qu'il fallait pour un joueur de cette trempe-là. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il était au top. Ensuite, on trade Eli Apple, on va pas rester 3 heures là-dessus. C'était un cornerback qu'on avait récupéré assez haut, premier tour d'ailleurs, premier tour de draft, si je dis pas de bêtises, tout à fait. Et qui était pas du tout au niveau, Eli Apple, qui s'est barré chez les Saints, il me semble, tout à fait. Et qui joue plus maintenant, qui a été viré, donc voilà, c'était très bon move là. Toi tu mets B, moi je mets A. On a eu un 4e tour et un choix de 7e tour pour ce pick, enfin pour Eli Apple, et en fait le choix de 4e tour que nous avons eu a servi dans le trade-up de la draft 2019 pour obtenir DeAndre Baker. Pour remonter en premier tour et obtenir Baker, c'est ça. Dans le même temps, on trade Damon Harrison, Snack, le defensive tackle. Là, c'est un bon move. Pour moi, toi, tu mets C+, moi je mets B. Je mets un peu au-dessus parce qu'en fait, le temps a eu raison de ce move puisque Harrison était vraiment sur le déclin à ce moment-là. Il était encore bon au moment où on l'a tradé, mais clairement, c'était le début de la fin pour lui. Donc bon move avec du recul, je mets B, clairement. Il aurait pu encore nous servir, mais ouais, B. Voilà. En fait, moi, ça m'a fait un peu mal au cœur parce que c'est un joueur, quand on l'a signé, il a eu un tel impact sur la défense des Giants. J'aimais beaucoup Damon Harrison. Enfin, c'était un monstre. Et c'est surtout qu'en fait, ça m'a fait mal au cœur à l'époque parce que je me disais, mais du coup, Tomlinson, ça va pas suffire. On ne sait pas encore ce qu'il vaut parce qu'il vient d'être drafté. Bon, comme tu dis, le temps nous a donné raison puisqu'au final, Damon Harrison n'a pas eu une carrière top chez les Lions et ne joue plus aujourd'hui. Enfin, je crois qu'il ne joue plus. Non, je crois qu'il joue plus, effectivement. Et ouais. En fait, moi, ça m'a rendu triste aussi parce que j'ai l'impression qu'il aimait bien les Giants et que ça fait toujours du mal de voir un joueur partir quand il aime bien l'équipe et qu'il a investi, quoi. Ouais, il l'a dit lui-même. Je crois que c'est pendant cette intersaison où en fait il a fait un tweet en disant que il regrettait un peu d'être parti chez les Lions, enfin qu'il y ait eu ce move parce que les meilleures années de sa carrière, enfin une partie des meilleures années de sa carrière, ça restait chez les Giants. Ouais. Alors après, je vais un tout petit peu changer le tableau, si tu veux bien, puisqu'on va parler d'abord du départ de Landon Collins, qu'on a laissé libre en fait. C'est ça, si je dis pas de bêtises. On l'a pas re-signé, il était en fin de contrat. On l'a pas re-signé, fin de contrat. Il a signé chez les Washington Football Team. Un énorme contrat, 6 ans, 84 millions de dollars. Avec aussi BJ Goodson qu'on a laissé partir. Là, je pense qu'en fait, BJ Goodson, on en aurait eu besoin. Mais sur Landon Collins, en fait, avec ce qui s'est monté comme trade juste derrière, on va en parler. Moi, je mets clairement, il n'y a pas de raison. C'est dommage qu'on n'en ait pas obtenu quelque chose en le laissant, en le tradant pendant la saison, si on voulait le laisser partir. Maintenant, ne pas l'avoir re-signé pour un salaire aussi mirobolant, je trouve ça très bien joué de la part de Gettleman. Ouais, non, tout à fait, je suis d'accord avec toi. En effet, on n'aurait jamais payé un safety aussi cher. Et puis après, je pense qu'on l'a tout simplement pas tradé la saison précédente parce que c'était aussi pas le même general manager. Non, pardon, je te dis une bêtise puisque maintenant on est en 2019. Donc Damon Harrison, c'était le dernier move de 2018. Maintenant, on est en train de parler de 2019. Et en effet, dans les départs notables, c'est sûr que oui, ok, en effet, on aurait pu le trader s'il n'y avait pas d'intention de le garder. Mais voilà, bon, sinon ça reste un bon move. Toi tu as mis A, je mettrais A-, B+, quoi. Ça reste bien joué. Donc justement, ensuite il y a un double trade avec les Browns. C'est là où on va reparler d'Odell Beckham. Alors le premier, c'est Olivier Vernon, qui alors linebacker, outside linebacker ou defensive end comme on veut, pass rusher, qui est envoyé du côté des Browns, et en échange on reçoit Kevin Zeitler,
Là, pour moi, c'est un bon move puisque je mets B+ sur ce move-là. Vernon n'a pas été extrêmement productif depuis qu'il est chez eux. Il a été pas mal blessé. Il était déjà pas mal blessé à l'époque quand il était chez nous. Et Kevin Zeitler qui a été notre meilleur all-line depuis qu'il est arrivé, hein, clairement. Ouais, ouais. Alors je me rappelle qu'à l'époque où on a signé Vernon, Jerry avait été quand même pas mal critiqué, où on disait on est quand même en train de payer un très gros contrat à une sorte de one year wonder, puisqu'il arrivait des Dolphins, il me semble, et il avait fait une bonne année chez les Dolphins juste avant d'être free agent, et je sais plus quel était le contrat. En tout cas, ce trade nous a permis de nous débarrasser de ce contrat-là qui pesait lourd, puisqu'on a fait 11,5 millions d'économies sur le cap. Alors on s'est quand même mangé 8 millions de dead money, hein, il y avait quand même ça à assumer. Mais au final, 11 millions d'économies plus un nouveau all-line, bah, c'était une bonne décision. Bien joué. Et surtout Kevin Zeitler, malgré les blessures cette saison, continue à faire du bon boulot. Je crois que Vernon, il était arrivé, il y avait une espèce de flambée défensive de Reese qui avait signé aussi Jack Rabbit. Enfin, on avait vraiment augmenté. C'était avant la saison 2016 où on fait une grosse saison d'ailleurs. Exactement. Oui, tout à fait. Et il avait signé beaucoup. Ça nous avait coûté très cher pendant longtemps. Et donc Gettleman était un peu en train de faire le ménage des gros contrats un peu toxiques. Et pour moi, c'était bien joué parce que Zeitler est vraiment un pilier. Pas dit qu'il reste encore longtemps parce qu'il commence à être un peu âgé, Zeitler. Et nous, il coûte un peu cher. Il y a moyen de faire de la place un peu dans le cap space, et on a des remplaçants qui sont intéressants, qui pourraient jouer éventuellement à sa place. Donc après, il faudrait pas, comme on parlait en début de podcast, virer tous nos bons all-line en pensant qu'on peut les remplacer et ne pas réussir à les remplacer. Donc si on le re-signe, ça me gêne pas. Peut-être un contrat d'1 an, je sais pas, pour un peu asseoir vraiment notre all-line et pas mettre des joueurs en deuxième année tout de suite titulaires. Mais si on le laisse partir, il aura fait ses saisons chez nous en tout cas, il n'y a pas de problème là-dessus. Deuxième trade des Giants avec les Browns. Donc on fait venir, on en parlait tout à l'heure, on disait qu'on a laissé partir Landon Collins, on le remplace par Jabril Peppers. On laisse partir Odell Beckham Jr., Jabril Peppers qui est un premier choix de draft, hein, donc un safety qui était censé être assez bon quand même, qui est vraiment en train d'émerger cette année. Et alors attends, je lis, nous on reçoit Jabril Peppers, 2019 premier choix qu'on a utilisé pour Dexter Lawrence, 2019 troisième choix qu'on a utilisé pour Ocean Riminez, et les Browns reçoivent Odell Beckham Jr. Avec un énorme contrat. Voilà. Alors que Gettleman avait, évidemment, tu l'as marqué, je ne l'ai pas signé pour le trader, mais force est de constater que ça peut changer. Alors après, je comprends, hein, peut-être qu'il le pensait vraiment au moment où il l'a dit, hein, je ne remets pas en cause sa parole. Et le deal est arrivé sur sa table, il s'est dit, il me faut un safety, on me propose un safety avec 2 tours de draft, je laisse partir Odell Beckham, pourquoi pas. Avec du recul, moi je mets ce move plutôt bon, puisque Odell Beckham n'a jamais été aussi productif avec les Browns que ce qu'il était. C'est juste pour parler des stats un tout petit peu, ses premières saisons chez nous, Odell Beckham, en yards, c'était 1305 sur sa première saison. C'est énorme, sachant qu'il avait été blessé quelques matchs et qu'il n'avait pas joué tout de suite. Il a joué que game 12 et il en a commencé 11 des matchs. T'imagines, 1305 yards, c'est énorme. Deuxième saison, 1450. Troisième saison, 1367. Et depuis qu'il est chez les Browns, il fait 1035 yards et 319 yards en 2020, mais après, il est blessé. Donc, je pense qu'il est. Enfin, tu t'en parles souvent, hein, mais c'est peut-être dans la tête qu'il a des problèmes, Odell Beckham. Ah oui, non mais complètement. C'est un joueur qui est ultra talentueux, mais je pense que il a des gros soucis de maturité. Mais en même temps, c'est pas le premier receveur ultra talentueux à avoir des soucis de maturité. Ça a l'air d'être assez commun. Ouais. Tu regardes des Terrell Owens, des Randy Moss, mais il y en a qui s'en sont mis. Il y avait, je sais plus comment il s'appelle, cet ancien receveur des années 80-90 qui, pareil, s'était fait dégager de son équipe parce que c'était cocaïne et prostituée à tire-larigot. Alors, je dis pas que Beckham c'était ça, mais c'est-à-dire qu'en fait, il avait, malgré tout son talent, ce qu'il faisait à côté du terrain, ça justifiait plus de le garder. Et en fait, ça lui a mis un gros coup derrière la tête et puis il s'est repris et est devenu un des meilleurs receveurs dans la NFL. Et ce receveur-là, aujourd'hui, il est présentateur. C'est pas Irvin, le mec qui joue au Cowboys? Non, c'est pas Irvin. C'est un gars qui était chez les Vikings. Et en fait, ce gars-là, son nom me reviendra. Ce gars-là, la saison où Beckham a justement fait sa vidéo là avec de la coke, et ben pendant cette intersaison-là, ce gars-là avait décidé de prendre Beckham sous son aile en disant attends, je sais un peu par quoi tu passes, j'ai vécu la même chose, viens, je vais être ton mentor, etc. Et puis quand il a vu ce truc-là, il a balancé sur Twitter, il a jeté l'éponge en disant non mais en fait
il est irrécupérable ce type, il a pas envie qu'on l'aide, il a pas envie de grandir dans sa tête, et c'est ce qui retient Beckham aujourd'hui. Je pense que pour revenir à ce que tu disais juste avant, en effet, les 2 dernières saisons nous ont montré que Gettleman a eu raison de se débarrasser de Beckham parce que il n'a pas matché la production qu'il faisait avant. Par contre, le problème, le revers de la médaille, c'est que c'est le coût énorme de ce trade en matière de cap, puisque on s'est tapé 16 millions de dollars en dead money. Donc il faut que vous compreniez que c'est 16 millions de dollars pris sur notre masse salariale pour un joueur qui ne joue pas pour nous. Alors certes, on a eu Jabril Peppers et un choix de premier tour et un choix de troisième tour, mais ça a été un peu difficile à supporter. Hein. C'est Chris Carter, il me semble. Chris Carter, exactement, tout à fait. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, donc toi tu mets B-, moi je mets B+. Oublions pas aussi que Beckham, ce qui se passait en dehors du terrain, c'est une chose, mais ce qui se passait sur le terrain aussi, le voir s'énerver, pleurer, casser des trucs, lancer son casque, rentrer au vestiaire avant tout le monde, ça pèse sur une équipe, ça fait chier. T'essaies de te concentrer, de jouer, tu vois que ça va pas bien. Quand t'as un mec comme ça qui pète les plombs, ça te sort du match. C'est pas le genre de mec que t'as envie d'avoir. Et ça passerait pas avec Joe Judge. Non, clairement ça passe. Mais justement, Beckham sous Tom Coughlin, ça se passait bien parce que Tom Coughlin avait l'autorité pour le cadrer. Après, c'est Ben McAdoo qui a dû le gérer. Le charisme d'une huître, et puis après t'as Schirmer qui était pas non plus autoritaire. Il a pas réussi. Et donc en fait, et d'ailleurs c'est peut-être justement l'une des raisons pour lesquelles Gettleman a dû revenir sur sa décision après l'avoir prolongée. Je pense que Gettleman avait vraiment envie de donner sa chance à Odell Beckham, et dans la saison qui s'est intercalé entre son extension et son trade, c'est la saison où Odell Beckham va faire une interview, je sais plus avec quel rappeur, je crois que c'était Lil Wayne, où il fait une interview à ESPN et il commence à trasher Eli Manning en public. Et là, alors que Eli Manning est quand même, avec du recul maintenant, le mec qui lui a donné ses meilleures stats en carrière. Exact. Ah non, et moi je me rappelle d'Odell Beckham qui était tellement vert de se faire trader qu'il a pas arrêté de se comporter comme une ex vexée comme la Don Collins d'ailleurs. Voilà, exactement. Et un des premiers trucs qu'il a dit en training camp après avoir commencé à jouer, à s'entraîner avec Baker Mayfield, c'est dit ça fait du bien d'avoir un quarterback qui a un vrai bras. Super. Et là tu vois, bravo. Bravo. Va bien t'amuser avec Mayfield. Hein. On voit le résultat. Bon, en tout cas voilà, donc j'avais fait un article sur Touchdown Actu d'ailleurs en expliquant tous ces moves. J'avais mis ces 2 moves, Vernon Zeitler avec OBJ Peppers dans un seul trade en mixant les deux parce que c'est arrivé tellement proche l'un de l'autre que quelques jours tout mis ensemble. Et je pense que les Giants ont été les gagnants de ce trade. Après peut-être que je suis pas trop objectif, j'en sais rien, mais j'ai essayé en tout cas d'être au maximum objectif. Ensuite il y a eu des moves d'intersaison, donc on signe Antoine BTA. Alors là on revient dans les moves pourris, t'as mis F, je mettrais pas mieux, c'est clair. Antoine BTA qui a été catastrophique en safety. On a eu de gros problèmes de free safety pendant longtemps. Cette année ça va mieux puisqu'on a eu Logan Ryan et enfin McKinney qui va arriver, ça y est, qui revient. Il va pouvoir jouer normalement au prochain match. Voilà, pas grand chose à dire sur ce safety là. Je t'ai trouvé dur par contre avec Golden Tate, tu lui mets F, moi je lui mettrais plutôt un C. Il n'a pas été effectivement le joueur qu'on attendait, il a signé pour assez cher, 4 ans, 37 millions de dollars, mais c'est pas les pires joueurs non plus. Non, ok, alors je veux bien. J'imagine tu lui mets F comme Ogletree. Ouais, non, ok, alors d'accord, peut-être un D+, ou un C-, mais quand tu vois sa production, et c'est ce que j'ai mis, parce que pour moi c'était quand même assez parlant, sa première saison, il attrape 57% des passes qui lui sont envoyées. Il fait que 600 yards, 6 TD. Non, pas génial. Alors on peut dire aussi, il travaillait avec un rookie, etc. Deuxième saison, il est titulaire que 2 fois sur 8 matchs joués. Bon, il attrape un peu plus de place, mais il se permet de râler. Deuxième saison, c'est en ce moment. Ouais, deuxième saison, c'est en ce moment. Donc en fait, moi Golden Tate, je serais pas mécontent. Enfin, si on pouvait le dégager après cette saison, il restera pas. Ce serait pas mal. Il restera pas, c'est sûr. Après, tu parles de Marcus Golden, linebacker. Alors là, tu mets A et je suis assez d'accord avec toi pour le prix qu'on l'a payé en fait. C'est pas un joueur qui a été incroyablement fort, même s'il nous met 10 sacs. C'était le seul à avoir 10 sacs et c'était le premier Giants à avoir 10 sacs depuis Jason Purple en 2014. D'accord, mais on l'a pas trouvé non plus
transcendant dans ce qu'il faisait. Non, Il bien a mis sûr. des sacs, mais c'était pas incroyable. D'ailleurs, on l'a laissé partir là, puisqu'on a gagné, je sais plus quel tour de draft, un 7e tour de draft. Mais en fait, le prix qu'on l'a payé fait que c'était très rentable. Et on l'a d'ailleurs re-signé une 2e saison pour un prix qui était encore très faible. Donc effectivement, très bon move là pour le coup. Il a fait, pour le prix qu'on l'a payé, il a largement fait ce qu'on lui a demandé. Mike Reimers. Donc là, qui a été plutôt correct, voilà. C'était un bon vétéran. B-, je pense, qui a joué en tackle l'année dernière, qui a fait le taf et qui a permis d'assurer un peu le coup pendant un an. Vient ensuite la draft 2019. Donc, alors là, c'est dur de se prononcer sur les drafts, mais je vais rappeler cette draft 2019. Donc, premier tour, sixième choix de la draft, quarterback Daniel Jones. Deuxième, encore un premier tour, deuxième choix, defensive tackle Dexter Lawrence. Troisième choix du premier tour, DeAndre Baker, qu'on a laissé partir suite au problème avec la justice qu'il a eu récemment. Ensuite, on switch directement au troisième tour avec Ocean Ramirez, outside linebacker. Julian Love, DB au quatrième tour. Cinquième tour, là on a Ryan Conley, Darius Slayton. Et ensuite, c'est un peu moins important, Corey Ballentine qui vient de partir aux Jets. D'ailleurs, les Jets ils sont en galère, mec. T'imagines, ils signent Corey Ballentine, ils jouent direct dans l'équipe titulaire. Ils ont vraiment personne, hein. C'est chaud pour eux. Ah mais je suis sûr que même toi et moi on peut jouer dans l'équipe titulaire des Jets. Hein. C'est... C'est la tristesse pour Et eux, j'ai c'est jamais quand joué même au football américain. Non, ça c'est dur. Bon, en tout cas, sur ce... Alors moi je vais dire mon avis, je te laisserai dire ce que tu en penses après. Je vais mettre une condition, parce qu'on peut pas savoir, c'est un peu trop récent. Trop tôt, ouais. Y a des bons joueurs, Dexter Lawrence c'est un bon joueur, DeAndre Baker c'est dommage parce que j'aurais bien aimé le voir, il commençait à un peu émerger, c'est dommage. Ryan Conley qui a été correct mais qu'on a laissé finalement partir et qui fait plus rien, qui joue plus, on a regardé juste dans notre podcast, il joue plus. Par contre Darius Slayton, 5e tour, ça c'était très très bonne trouvaille. Julian Love qui est un bon remplaçant, je pense pas que ce soit un DB titulaire mais un bon remplaçant. Ramirez qui a pas encore prouvé grand chose, mais Dexter Lawrence, Love, Conley, Slayton et surtout Daniel Jones, ça reste pour moi du bon. Là où je mets une condition, c'est si Daniel Jones est notre quarterback titulaire pendant les 10 prochaines années et qu'il est le franchise quarterback qu'on espère de lui, pour moi c'est A direct, voire A+, parce qu'une draft où tu trouves ton franchise quarterback pendant 10 ans, tu peux pas être autre chose que A, peu importe ce qui se passe derrière dans cette draft. Ah oui, non, mais là, en effet, il y a pas de doute. Si ce poste-là est réglé avec un seul choix, peu importe ce que tu as fait du reste de tes picks, tu peux ne pas avoir piqué, ça reste une bonne draft. Après, en effet, comme tu dis, il va falloir un peu de temps avant de savoir si Jones, déjà à la fin de cette saison, on aura un peu une meilleure vision On aura une meilleure vision de ce que Jones peut faire pour cette franchise. On l'est en train de voir, il a eu un début de saison difficile sous un nouveau système, mais ça on pouvait s'y attendre, parce que pas d'intersaison, nouveau coordinateur offensif, encore quand même quelques petites difficultés avec sa ligne offensive. Là, on l'a vu sur le dernier match, il était nickel, il a pas fait d'erreur, il a couru, il a fait des bonnes passes, il a accepté des... Sur les 2 derniers matchs, il fait pas d'erreur. Il a accepté des sacs. Je pense que justement le travail de Jason Garrett et de Joe Judge commence à payer. Donc à voir ce que ça va devenir. Mais par rapport à cette draft, en effet, si c'est notre franchise quarterback, elle est excellente cette draft. Si on regarde les autres picks, j'adore Dexter Lawrence. Il a été notre meilleur rookie l'année dernière. DeAndre Baker, indépendamment de ce qui s'est passé avec ces histoires de justice, etc., je me demande si c'était vraiment nécessaire de faire un trade-up, parce que pour rappel, on avait le 6e pick à chaque tour. Donc du coup, mais si tu regardes ce qu'ont fait les équipes, pardon, je te coupe. Vas-y. Si tu regardes ce qu'ont fait les équipes du 2e tour qui étaient avant nous, il y en a 2 qui ont pris des cornerbacks. Ouais. Donc en fait, il avait senti qu'il allait avoir des cornerbacks qui allaient être pris et il s'est dit, moi celui que je veux c'est un DeAndre Baker, j'ai pas envie d'avoir le dernier choix qui va rester, je me doute que ceux d'avant moi vont prendre des cornerbacks, donc il a trade up pour le récupérer. Dans ce sens là je pense que c'était pas mal vu. Après peut-être que DeAndre Baker finalement était pas le bon choix, mais c'était impossible en tout cas, comme certains le disent, de savoir qu'il allait avoir des problèmes avec la justice. Comment il pouvait deviner Gettleman qu'il allait avoir des problèmes? Il n'y avait pas de signe avant-coureur de ça. Ouais, non, à la limite le seul signe qu'on aurait pu, la seule chose qu'on aurait pu savoir en avance, c'était est-ce que c'était un bosseur, parce que on l'a vu pendant sa saison rookie, il s'endormait pendant les séances de revue de vidéos, etc. Au final, c'est pas un trade-up qui nous a coûté très très cher, puisque ce qu'on a donné, c'est notre choix de second tour de cette draft, et puis on a donné le choix de 4e tour et le choix de 5e tour qu'on a obtenu via les trades de Damon Harrison et d'Eli Apple. Donc au final, ce que ça nous a vraiment coûté, c'est un second tour.
Bon, Ouais, voilà. c'est ça. Donc plutôt, voilà. Donc mais encore une fois, hein, le point important pour moi, c'est si Daniel Jones est le franchise quarterback, alors c'est A automatique. Ensuite, le trade de Leonard Williams, qui a aussi fait beaucoup parler, là, pour le coup, puisque ce que disait, et je vais encore dire la même chose, j'ai l'impression, mais ce que disent les gens, c'est mais ils sont bêtes, il allait être free agent à la fin de la saison. Oui, ok, mais parce qu'on l'a échangé contre un 3e tour et un 5e tour contre les Jets. Mais ça ne veut pas, c'est pas parce que le mec est free agent que c'est toi qui vas pouvoir le signer. Donc, pour t'assurer le fait qu'il va signer chez toi, eh bien, tu l'échanges avant la fin de la saison. C'est ce qu'a fait Dave Gettleman parce je pense qu'il adorait Leonard Williams et j'ai l'impression que le temps est en train, encore une fois, de donner raison à Gettleman. Cette année, Leonard Williams, c'est un game changer. C'est le mec a fait 5 sacs. Il est pas beaucoup en outside, hein, même s'il a envie de se faire payer comme un D-end. Pour moi, il est plus en defensive tackle, Leonard Williams. 34 plaquages, 16 QB hits, mais il y a beaucoup de boulot et on le voit quand on regarde les reviews de certains mecs sur Twitter qui décryptent les jeux et notamment le jeu de Leonard Williams. Il y a plein de fois où c'est pas lui qui fait le plaquage. Et on le voit pas beaucoup sur l'action, mais en fait, c'est grâce à lui que le jeu se fait, parce qu'il va empêcher le running back de rentrer dans un trou, parce qu'il va parfaitement jouer le coup. Le running back est obligé de cutter, aller dans un autre trou, et il se fait plaquer. Donc, même si ses stats, 5 sacs, moi je trouve que c'est beaucoup, parce que souvent, ce qu'on lui reprochait, c'était qu'il saquait pas. Je suis bien content qu'il mette 5 sacs déjà cette saison. Je pense que c'est un très bon joueur, et je mets un B sur ce move. Ouais, alors c'est... Moi, ce que je mets, c'est que c'est un joueur qui clairement a eu un impact sur notre défense, même si la première saison, il fait que un demi-sac. On a vu la différence une fois qu'il était sur le terrain. Et cette saison, non seulement on voit la différence quand il est sur le terrain, mais il produit. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de doute, la production est là. C'est juste que ça nous a coûté quand même assez cher, parce que lâcher un 3e tour de draft pour avoir la possibilité de signer un gars, c'est quand même en fait c'est un 3e tour pour louer un joueur en quelque sorte. Là on a un peu étendu cette location en lui mettant le franchise tag qui nous coûte un peu plus de 16 millions, mais avec la saison qu'est en train d'avoir Leonard Williams en ce moment, est-ce qu'on va être capable de le re-signer l'année prochaine, hein? Pour donner une idée, là je suis en train de regarder un peu les chiffres des interior defensive linemen. Le plus gros contrat c'est Aaron Donald. Alors bien entendu il peut pas prétendre gagner autant qu'Aaron Donald, mais Aaron Donald c'est 22,5 millions par an. Après ça tombe à 21 millions. Enfin on disait déjà que Williams voulait un contrat aux alentours de 20 millions. Je ne sais pas s'il peut prétendre à plus que 20 millions, mais c'est un gars qui mériterait au moins 18 millions par an, quoi. Et c'est... Ce qui serait vraiment cool, c'est qu'on arrive à garder les mêmes bases de cette D-line quand même, parce qu'elle est intéressante, notre D-line, et si on peut la garder sur quelques années, ce serait vraiment cool. Mais après, on a beaucoup de joueurs qui vont peut-être demander beaucoup d'argent au bout d'un moment, donc ça va être compliqué, il va falloir être intelligent. Tout à fait. Ensuite, Joe Judge, alors moi je vais pas en parler 3 heures, j'ai déjà beaucoup dit de choses sur Joe Judge, pour moi c'est un A, terminé, voilà. Et c'est un A pour Joe Judge et pour tout le coaching staff qu'il a embauché derrière, même si, petite histoire avec Colombo récemment, ça allait pas, il l'a viré, mais par contre, ce que je trouve bien, c'est qu'il a pas laissé les choses s'envenimer, apparemment il y avait quelque chose qui allait pas, il était pas d'accord avec la manière de coacher de Colombo, il a tout de suite mis les points sur les, il lui a dit écoute ça va pas, merci de prendre la porte. Voilà, donc je pense que c'est le mec qui fait c'est un patron, voilà. C'est le patron qu'il nous fallait en head coach. Ouais. Pour moi, c'est un A. Non, exactement. Alors, j'ai mis dans les notes, j'ai mis 2 citations de Gettleman. Alors, je vais vous les traduire à la volée. La première qui est de dire, c'est la première chose qu'il a dit quand il est venu pour l'entretien. Il a dit vous devez courir. Il faut arrêter la course et il faut jouer en special teams. Il faut des gars qui sont durs, il faut les développer, il faut revoir les bases, quoi. Et il a parlé juste. C'est les bases. Il parle de base en fait, c'est ça exactement. Et en fait, quand je crois qu'on l'avait déjà dit quand on avait parlé de Joe Judge, de la décision de l'embaucher, c'est quand on compare ce que dit Judge à ce que disait un Pat Shurmur 2 ans avant et un Ben McAdoo 4 ans avant.
ces gars-là, là, Mel McAdoo et Pat Shurmur, ils insistent pas tellement sur les bases, ils insistent. Et moi, je trouvais qu'en fait, un Joe Judge, il rentrait tellement dans la philosophie qu'avait annoncé Dave Gettleman dès son embauche comme general manager des Giants, c'est-à-dire, moi, je veux des hog mollies, je veux qu'on fasse du old school football, qu'on court, etc. Alors certes, Judge n'était pas disponible il y a 2 ans et il avait aucune légitimité pour prétendre à un poste de head coach à l'époque, mais on se dit bah tiens, enfin Gettleman a trouvé le gars qui correspond à sa vision. Et puis surtout quand on regarde les autres candidats que les Giants ont vus, moi j'ai pas tellement de regrets. Peut-être à la limite pour Matt Rhule, mais vu ce qu'il demandait, Matt Rhule, il n'y avait aucune raison de il demandait un contrat de 25 ans, 48 milliards de dollars, je crois. Ouais, c'était ça. Oui, mais voilà, pour rappeler l'histoire, il a fait sa négociation avec les Panthers, et puis alors qu'il devait venir voir les Giants, il a appelé les Giants en disant bon bah voilà ce qu'on me propose, est-ce que vous matchez avant qu'on ait fait l'entretien pour savoir si je prends mon avion ou pas. Et les Giants ont dit bah non, on va pas vous faire une offre équivalente, et puis ça s'est arrêté là et on allait vers Joe Judge. Les autres candidats, c'était Chris Richards qui était coach des DB chez les Cowboys, Mike McCarthy qui était passé chez nous et qui après allait faire une pyjama party chez Jerry Jones pour signer chez les Cowboys, Eric Bieniemy des Chiefs qui aurait pu être intéressant mais qu'on n'a pas gardé, Don Martindale des Ravens, Matt Rhule, et Josh McDaniels devait venir mais vu qu'on avait embauché Judge, bah on l'a pas fait venir. Non, et puis les offensive coordinators qui deviennent head coach, je pense qu'on a donné, et j'ai l'impression que être coach des special teams, ça colle bien au poste de head coach, donc c'est excellent. Je mets A tous les jours à ce move là pour l'instant en tout cas, mais il n'y a pas de raison de penser autrement, et je pense qu'il il va rester un paquet de temps chez nous, en tout cas j'espère, Joe Judge, parce que j'ai pas envie de le voir partir tout de suite. Ensuite, tu as résumé les départs notables de 2020. Donc Eli Manning, évidemment, avec une super cérémonie. On a tous eu les larmes aux yeux quand il dit once a giant, always a giant. Mais lui, c'est pas once a giant, always a giant. C'est once a giant, only a giant. Voilà. Donc ça a été seulement un giant toute sa carrière, et c'était vraiment sympa à voir. Bon là, c'était pas tellement un choix de Gettleman. C'est un choix qui s'est imposé à Gettleman, mais je voulais quand même. Oui, bien sûr. Quoi. Bien sûr, effectivement. Départ de Zach Deossi, long snapper. Kicker Aldrick Rosas qui est parti complètement en couille après sa saison Pro Bowl. Alec Ogletree, aucun doute. DeAndre Baker, problème avec la justice. Ryan Conley qui a donné encore une fois raison a priori puisqu'il joue plus du tout. Donc Ryan Conley qui s'était blessé l'année dernière, qui avait été très intéressant avant sa blessure, et on en parlait un peu juste avant tous les deux. Moi je pense que ce qui s'est passé, c'est que après sa blessure, il n'est pas revenu au niveau qu'il avait avant. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui allait plus avec le gars. Ils l'ont laissé partir et le mec ne joue plus. Donc là aussi, bon move a priori. Donc sur l'ensemble de ces départs, moi je mets un B+, voire même mieux. Hein. Tout est logique en fait là-dedans. Oui, tout à fait. Ce qui me ferait bien chier par contre, c'est que DeAndre Baker rebondisse apparemment chez les Chiefs et qu'il soit élite et qu'il il joue super bien. Bon, on peut pas en vouloir quand même malgré tout quand t'as un mec qui a des problèmes avec la justice de le laisser partir. C'est dur de rester sur un mec comme ça, surtout quand t'as envie d'être irréprochable dans l'équipe. Donc, on en avait parlé de DeAndre Baker lors du dernier podcast ou pas ? Je sais plus pourquoi. Parce qu'en fait, parce qu'on n'a peut-être pas expliqué justement à nos auditeurs ce qui s'est passé. Enfin, ils le savent peut-être déjà depuis, mais toutes les poursuites contre DeAndre Baker ont été abandonnées. Parce que apparemment l'avocat des parties civiles des victimes a été pris en flagrant délit d'extorsion. Enfin, en gros, il a dit à l'avocate de DeAndre Baker bah ouais, nous on est prêt à lâcher la plainte, mais il va falloir peut-être offrir un peu plus d'argent. Et ça, c'est considéré comme de l'extorsion aux États-Unis et c'est illégal. Et en fait, quand ils ont vu ça, quand ils ont vu la news, le procureur américain a laissé tomber l'affaire en disant bah, en fait maintenant le cas il est pourri. Ça veut pas dire que DeAndre Baker est innocent. Non, ça veut juste dire que en fait, le procureur a estimé que maintenant le dossier était tellement pourri que ça allait être impossible de convaincre un jury qu'il était coupable. Donc il a préféré lâcher l'affaire. Et DeAndre Baker aujourd'hui peut jouer à nouveau en NFL et en effet a signé chez les Chiefs. S'il rebondit, tant mieux pour lui. Mais Judge a dit non, mais en fait, on veut pas d'un gars comme ça. Et je pense que
indépendamment de ses problèmes de justice, on en a parlé tout à l'heure, c'était aussi un gars qui roupillait en classe. Judge, même si encore une fois en fin de saison il commençait un peu à émerger, à être meilleur. Forcément, si tu te mets à écouter, tu deviens meilleur. Ça alors incroyable. Mais bon voilà, c'est tant mieux s'il réussit, mais je pense que c'est du gâchis quoi. C'est du gâchis. Les Chiefs sont pas, c'est du gâchis, mais les Chiefs n'ont pas besoin de ça en plus pour s'en sortir. Ça m'énerve. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on va mettre tout ça dans le même panier, les moves très importants de la free agency qui ont eu lieu. James Bradberry, cornerback ultra élite, signé pour 3 ans, 43 millions. Ah non, signé pour 43 millions, je croyais qu'on l'avait signé pour moins que ça. Linebacker Blake Martinez, les fameux 3 ans, 30 millions, hein, il y en a eu un paquet pendant cette intersaison. Kyler Fackrell, 1 an, 4,6 millions. Et Cam Fleming, 1 an, 3,4 millions. Moi, je mets clairement un A pour tout ça, rien que pour Bradberry Martinez. Ouais, globalement, on peut dire A. Après, moi, je suis quand même assez déçu de la signature de Cameron Fleming, qui est un peu une porte de saloon côté droit. Alors certes, ça s'améliore. Alors est-ce que justement le départ de Marc Colombo, on en parlera tout à l'heure de ce qui s'est vraiment passé, mais est-ce que le départ de Marc Colombo va permettre de changer les choses ? J'espère, mais jusqu'à présent, Cameron Fleming, pour moi, il justifie même pas les 3 millions qu'on lui donne. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je trouve qu'il est pas aussi horrible que ce qu'on prétend. C'est pas... C'est moins une porte de saloon que ce que tu l'affirmes, je pense. J'ai vu pas mal de choses sur lui qui indiquaient quand même qu'il n'était pas aussi mauvais que ça. Alors, bon voilà. En tout cas, notre O-line commence à tenir le coup. Donc, c'est pas un Marshall Newhouse. Je sais pas si tu te rappelles de Marshall Newhouse. Oui, il y a quelques saisons en right tackle qui lui était vraiment catastrophique. T'imagines qu'on a quand même eu une saison où on avait Marshall Newhouse et Eric Flowers. Oui, c'est pas Eric Flowers non plus. Tu vois, c'est quand même un mec qui est un peu au-dessus de tout ça et qui fait le taf correctement. Il y a des jeux ou des actions où je le vois qui fait des bonnes choses. Donc, il restera pas 10 ans chez nous, et surtout qu'on a Matt Peart qui est à l'affût derrière. Donc, qui a l'air de faire quand même plus le boulot. Ensuite, tu parles d'autres, tu mets globalement tous les autres signatures, donc Colt McCoy, tight end Toy Lolo, safety Ebner, ou plutôt special teamer, running back Dion Lewis, Austin Johnson, Logan Ryan cornerback, Marcus Golden qu'on avait effectivement re-signé, et Graham Gano. Moi là je mets aussi un A parce qu'on a Graham Gano qui est Mister 100% quasiment cette année, qui est l'assurance tout risque côté kick. Marcus Golden, c'était bien joué de le faire revenir pour 5 millions. Logan Ryan, qui est très intéressant, qui est couteau suisse, il joue partout. 1 an pour 7,5 millions. Honnêtement, j'espère qu'il va rester, même si pas forcément rester titulaire, mais cette défense tourne énormément. Donc c'est typiquement le genre de joueur qui est extrêmement intéressant. Austin Johnson, defensive tackle, qui tourne aussi dans la rotation et qui est très intéressant pour un salaire d'1,5 million. Franchement, je prends tous les jours. Et Colt McCoy, qui est un très très bon pour moi QB remplaçant et qui peut nous gagner des matchs si notre QB titulaire se blesse. Donc là, pour tout ça, moi je mets aussi un A. Ouais. J'ai plutôt mis un B-, C+, parce que tu vois, un Toy Lolo nous apporte rien. Ouais, mais dans le tas, tu as forcément des mecs qui vont rien apporter. Mais regarde sur l'ensemble de ce qui a été signé, il y a quand même beaucoup de joueurs intéressants. Ouais. Après, en effet, là, il est encore un peu tôt pour noter, mais c'est sûr que globalement, quand on met tout ensemble, et j'inclus aussi les Bradberry, Martinez et compagnie, cette free agency est une bien meilleure cuvée que ce qui nous a été servi en 2018 ou en 2019. De ce côté-là, Gettleman s'est repris. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure Joe Judge a influencé ça. Est-ce que justement Joe Judge a permis d'aider un peu Gettleman dans ses choix je pense. En disant moi, il faut ça plus me paraît tel quasiment joueur. évident. Mais, ça me paraît évident. C'est sûr que là, aujourd'hui, on voit on a une classe qui est beaucoup plus productive que les précédentes. Ouais, et la draft, on en parle vite fait, mais on va pas trop noter là-dessus, c'est beaucoup trop tôt. Donc Andrew Thomas, premier choix, Xavier McKinney, deuxième tour, pareil, il n'a pas encore joué, donc on peut pas dire. Matt Peart, qui est une très bonne surprise avec ce troisième tour, qui pour l'instant a été vraiment excellent quand il a joué. Darnay Holmes, cornerback intérieur, donc qui a été aussi plutôt bon. Shane Lemieux, cinquième tour. Pareil, pas forcément excellent en passe protection, mais sinon qui a été bon, surtout en course. Cam Brown, plutôt correct là, et on demande encore à voir. Après le reste ont beaucoup moins joué. Linebacker Tay Crowder quand même qui lui a joué, qui a même retourné un fumble pour un TD. Donc trop tôt pour noter tout ça, mais il y a moyen qu'on ait des choses sympas. Et apparemment McKinney, des insiders qui l'ont vu en jouer en camp d'entraînement,
ça va envoyer du pâté. Donc je suis pressé de le voir jouer, ce mec. Ouais, ça va, c'est pareil. J'ai hâte de voir ce qu'il peut faire sur le terrain. Ça va ne faire que renforcer une escouade défensive qui, mine de rien, cette saison, fait du bon boulot, malgré quelques petites faiblesses. Donc ça va vraiment être très cool. Donc globalement, moi, si je dois tirer un bilan de ça, c'est qu'en fait, ça a été en s'améliorant, en fait, finalement. Il y a eu des tests, des essais, des choses qui n'ont pas marché. Beaucoup d'extrêmement mauvais moves au tout début de sa carrière chez nous. Gettleman, Ogletree, Jonathan Stewart, Omame, que des trades horribles. Karim Martin, ça a vraiment été du sale au début. Ça a vraiment été pas beau à voir. Il a fallu que tout ça, on l'écluse un peu. Il a aussi récupéré une équipe qui était un peu bancale. Et on savait que ça allait pas se faire en une demi-saison, dans tous les cas. Mais en plus, il s'est mis des bâtons dans les roues tout seul. Et j'ai l'impression qu'il est revenu sur des meilleures bases. On a un meilleur coaching staff, on a un vestiaire qui est sain, on a des joueurs qui sont meilleurs, on a des joueurs qui sont motivés. On a eu une très bonne dernière intersaison. On a eu des drafts qui étaient corrects plus, et donc qui nous ont permis de nous renforcer et qui n'ont pas été... on aurait eu des drafts catastrophiques, ça aurait été horrible, mais là ça n'a pas du tout été le cas. On a récupéré des très bons joueurs. Et donc j'ai l'impression, et moi, c'est ce que je disais, j'en discutais avec Raph sur Twitter, moi ça ne m'étonnerait pas. Et ça va dépendre des derniers matchs et de ce qu'on va faire. Mais ça me paraît pas impossible qu'il sauve son cul, le père Gettleman. On verra ce que ça va donner à la fin de la saison, mais j'ai l'impression que ses moves ont vraiment été en s'améliorant et qu'il pourrait bien sauver sa peau pour au moins une année supplémentaire chez nous. Ouais, tout à fait. Sans vouloir te pointer du doigt, il y a quand même quelques semaines, tu nous disais que c'était clair, il n'y avait aucune chance qu'il reste. Moi, je me prononçais moins parce que je savais pas trop, mais en effet, là, ce qu'il a fait ces derniers temps, va envoyer un bon signal pour Mara et Tish qui vont se dire ok, on est en bonne route. Quel est notre intérêt de virer Gettleman maintenant? Pour moi, il y a zéro intérêt de remplacer Gettleman maintenant. Il est en train de construire son équipe, il est sur la bonne voie. En effet, il a mal démarré avec des mauvais choix. Je pense aussi qu'il y avait de temps en temps une approche de Gettleman par rapport aux médias qui se comportait un peu comme le vieux briscard un peu plus malin que tout le monde, alors qu'en fait pas du tout, quand il disait les computer faults, etc., alors qu'en fait tout le monde le fait, qui prend justement des gars comme Ogletree, etc., enfin qui fait des moves un peu contestables et qui essaie de les défendre avec pas mal de mauvaise foi. On s'est dit, il y a beaucoup de médias qui se sont dit mais c'est qui se guignole, quoi, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire. Mais comme on l'a dit en début de podcast, il y a eu des décisions qui étaient annoncées comme des coups brillants qui en fait n'ont absolument pas marché, et à l'inverse des décisions qui ont suscité des levées de boucliers comme Odell Beckham Jr. qui en fait ont très très bien marché. Le general manager, de toute manière, il récupère généralement une équipe en piteux état. Sauf si, en fait, c'est le gars qui suit un general manager qui part à la retraite, un peu comme Jerry Reese qui a récupéré le Giants à la suite de la retraite dernier à Corsi. Généralement, un nouveau general manager, il récupère une équipe avec des trous. Ça a été le cas de Gettleman, donc il fait le boulot. Mais le general manager aussi, tu peux pas l'évaluer sur un temps court. Tu l'évalues forcément sur un temps long. C'est sûr. Et là, du coup, c'était le bon moment, je pense, pour évaluer par rapport à tout ce qu'on avait vu. Et t'as raison, je l'ai coulé il y a quelques podcasts de ça, au moment où ça allait au plus mal pour les Giants. Et on a depuis sorti la tête de l'eau. En fait, j'ai défendu pendant longtemps Gettleman, un peu seul contre tous. C'est cette impression que j'avais. Et j'étais arrivé à un moment où je dis, mais voilà, ça marche pas. Ça fait 3 saisons, il n'y a rien qui va de mieux, ça fonctionne pas. Et en fait, voilà, c'est au moment où je dis ça que finalement, on voit cette équipe émerger. Et moi, je crois vraiment que le rôle de Joe Judge a été important sur les derniers choix, qui fait que sûrement ces choix ont été meilleurs, en partie grâce à Joe Judge. Je pense que de toute façon, il s'est dit, Gettleman, il y a un truc qui va pas. Si je continue dans... Enfin, il a peut-être un peu mis sa fierté de côté, et il s'est dit, il faut que j'écoute un peu ce gars en qui je crois. J'ai embauché un mec, je crois en lui, et si je veux qu'il réussisse, il faut que je lui donne les joueurs qu'il attend, et pas celui que j'ai envie de lui donner pour qu'il se démerde. Donc je pense qu'il y a des vrais échanges entre les deux, et que pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien marcher. Ouais, s'il y a une remise en question, c'est très bien. Alors, il y a juste une chose qu'on a
n'a pas évoqué, mais pour vous donner une idée, Gettleman, qui a donc commencé avec Pat Shurmur, c'est 9 victoires, 23 défaites. Là aujourd'hui on est à combien ? On est à 3-7. Donc ça nous fait 12 victoires pour 30 défaites. Donc en 3 ans, c'est sûr que ça pique un peu, quoi. Donc c'est sûr que ça nous amène, et c'est d'ailleurs un peu ce qui a motivé ce podcast, c'est de se dire, putain, globalement, on est si mauvais que ça, on est quand même dans l'une des pires divisions la pire division de la Ligue, la pire. et on n'arrive pas à passer devant. Qu'est-ce qui se passe ? Globalement, on n'essaie pas de vous dire que Gettleman c'est l'un des meilleurs general managers de la ligue et que vous vous rendez pas compte de ce qu'il fait pour nous. Non, je pense qu'il a quand même un bilan assez médiocre, mais pas un bilan, mais pas mauvais non plus, quoi. Il y a des choses qui sont positives et qui nous permettent de construire vers quelque chose de meilleur, et pourquoi pas un championnat à un moment. En tout cas, clairement, l'optimisme, ça nous a été reproché d'ailleurs un peu. On nous a trouvé trop optimistes sur les derniers podcasts, mais l'optimisme est de mise, et c'était pas le cas. En fait, on a tellement galéré pendant longtemps qu'effectivement, peut-être qu'on surréagit, mais sur les 2 derniers matchs qu'on a vus, si ça continue dans cette lancée, moi je pense qu'il sauve sa peau. Et effectivement, peut-être qu'on arrive au moment où ce qu'il a construit pendant quelques temps va payer enfin. Ouais. Voilà, donc on verra si les derniers matchs de la saison nous donnent raison. En tout cas, il y a des matchs qui sont prenables, hein. On joue les Bengals, je sais pas quel jour c'est, dimanche ou lundi, ça doit être dimanche, je sais pas à quelle heure, qui malheureusement ont perdu Joe Burrow. Bon, alors tant mieux pour nous, puisque ça nous permet de jouer une équipe qui est forcément affaiblie. Si on gagne, t'imagines, si on gagne là, ça veut dire qu'on sera en 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Ouais. C'est pas mal. Non, mais c'est pas mal. Là, on est déjà en 3 victoires sur les 4 derniers matchs, en fait. Hein. Sur les 4... Mec, ça fait un mois sur le dernier mois, on a perdu qu'un match. C'est beau. Ça nous est pas arrivé depuis quand, ça ? Non, sur le dernier mois, on a perdu... sur le mois de novembre, excuse-moi. Mais sur les 4 derniers... oui, parce que sur les 4 derniers matchs, on fait 3 victoires. Non. Sur les 4 derniers matchs, on fait 2 victoires, 2 défaites. C'est sur les 5 derniers matchs qu'on fait 3 victoires. Ah merde, ah bon ? Oui, on a battu la Washington Football Team, perdu contre les Eagles, perdu contre les Bucks, battu la Washington Football Team et battu les Eagles. D'accord, et là, en effet, je croyais qu'on avait eu juste un match entre... Voilà, et là, en effet, bye week. Alors, on dit merci aux Browns qui ont mis une grosse fessée aux Eagles. Ils sont nuls, les Eagles, c'est terrible pour eux. Ouais, et alors on dit aussi merci à la Washington Football Team d'avoir un terrain si pourri que la moitié des QB de la NFL se détruisent les jambes. Alors c'est vraiment horrible, hein, ce qui s'est passé à Joe Burrow, et d'ailleurs apparemment sa blessure est plus grave que plus grave que ce qu'ils avaient imaginé au départ. Je pense pas qu'il sera de retour pour 2021, le pauvre. C'est ce qui est annoncé. C'est pas évident qu'il soit de retour. Donc il va se faire opérer, il va avoir de la chirurgie, des machins, des trucs. C'est chaud. C'est triste pour lui, hein, parce que le mec était quand même talentueux. Il avait montré des belles choses, et c'est une blessure qui fait mal. Ouais. J'avoue que là, bon. Donc la division est encore bien à notre portée. Et puis si le choix de Joe Judge de remplacer son O-line coach en pleine saison est payant, tant mieux. Alors pour expliquer justement un peu la situation très rapidement, il faut savoir que sur ces derniers matchs, Judge n'était pas vraiment en accord avec les méthodes de coaching de Colombo. Donc Judge s'intéressait un peu plus à l'escouade de O-line pour que les choses s'améliorent, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu un peu une progression. Mais au bout d'un moment, ça prenait tellement de temps à Judge qu'il a dit il y avait un gars des Patriots que j'avais envie de faire venir et que j'ai pas fait venir parce que j'ai pris le gars de Jason Garrett, je vais le faire venir pour travailler avec Marc Colombo. Et à partir de là, Marc Colombo, en fait, lui a pété un câble. Il y a eu un échange d'insultes. Ils se sont pas tapés dessus comme ça s'est dit dans les médias. C'était ce qu'on disait au début, c'était qu'apparemment Colombo aurait Toi t'étais déçu. T'étais déçu quand je t'ai dit qu'il s'était pas vraiment tapé dessus. Tu t'es dit il y a un truc croustillant. Oui, voilà, moi je voulais du sensationnel, mais bon voilà, ils se sont pas tapés dessus, mais apparemment Colombo a très mal pris la nouvelle, et donc a envoyé chier Joe Judge, et Joe Judge lui a dit écoute, si tu le prends comme ça, c'est la porte. Et voilà. Et donc c'est Di Guillemot ou quelque chose comme ça, le coach. C'était un gars qui je sais pas, j'ai pas compris encore. Il était chez les Giants il y a quelques années apparemment. D'accord. Voilà. Bon.
Et on espère qu'il fera le boulot. J'avais des bons échos, moi, de Colombo, qui avait l'air d'être un coach correct, mais apparemment, on s'est sûrement trompé, puisque ça ne plaisait pas à Joe Judge, en tout cas, ce qui se passait. Et ce qui se dit, c'est qu'il aurait demandé, plus ou moins, à Andrew Thomas de modifier un peu ses habitudes qu'il avait en college, et du coup, alors que ça va un peu à l'encontre de la manière de coacher de Joe Judge, qui est plutôt à dire il faut travailler sur les forces. Donc quand quelqu'un sait faire quelque chose, plutôt que de lui demander de faire autrement, on va utiliser ces forces-là et aller dans son sens. Donc voilà, la philosophie ne plaisait pas à Judge, qui a décidé de faire autrement. Et je trouve que c'est bien. Alors j'espère qu'il ne va pas y avoir un truc qu'on sait pas et qu'il y a une vieille ambiance qui traîne dans les vestiaires parce que le coach s'est barré ou quoi. Ce serait le pire qui pourrait arriver pour nous, mais espérons que ça reparte directement sur des bonnes bases dès le prochain match. J'espère pas non plus. Judge en tout cas a dit que ça n'affectait absolument pas sa relation avec Jason Garrett, parce que encore une fois c'était le gars à apporter sur recommandation de Jason Garrett, donc il a toujours confiance en Garrett, ce qui est une bonne nouvelle. Maintenant l'avenir nous dira si c'était la bonne décision, mais j'aime bien en fait cette idée de se dire je change mon coaching staff en cours de saison si ça marche pas. Oui, moi aussi, tout à fait. C'est pas du tout un truc que Shurmur aurait fait, donc je valide à 100%. Ok, bon, on est déjà à plus d'1 heure, on arrive quasiment à 1h10, donc voilà, on a fait le tour, je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire. Voilà, merci Thiergo pour ce long podcast, ce long Gettlecast, pardon. C'était vraiment intéressant, merci d'avoir bossé sur tout ce document aussi qui nous a permis de réfléchir et qui a permis à ce podcast d'exister, donc c'était vraiment sympa. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter avant qu'on clôture ? Écoute, non, j'espère que ce sera aussi apprécié par les quelques auditeurs. Je garde le fichier que j'ai créé sous le coude en me disant que ça nous servira peut-être d'ici quelques années quand on voudra un peu étudier de manière plus globale, sans regarder move par move, la performance de Gettleman. Quand ça fera 10 ans qu'il sera chez nous et qu'on aura gagné 3 Super Bowls. Exactement. En tout cas, il faut espérer. C'est tout le mal que je nous souhaite. Exactement. Bon, merci à tous de nous avoir suivis, merci Thiergo, et on vous dit à la semaine prochaine pour un podcast New York Giants FR. À plus tout le monde, salut. Ciao.